La guerre commerciale prend un nouveau tournant avec cette annulation des droits de douane réciproques par la Cour suprême américaine. C'était donc vendredi. On est avec Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous ce matin. On a vu un CAC 40 qui prend la nouvelle plutôt bien, mais c'était vendredi avant la nouvelle des 15% annoncée par Donald Trump ce week-end. La question qu'on se pose ce matin, c'est qu'est-ce que ça change? Les États-Unis nous font penser que ça ne change rien, que les accords commerciaux qu'on a négociés après ce Liberation Day sont toujours valables. Est-ce que c'est votre point de vue à vous ce matin? C'est effectivement ce qui a été dit par les négociateurs américains, alors que du côté de la Commission européenne, on a demandé une clarification. Il y a aussi normalement demain une réunion de la Commission des relations extérieures du Parlement européen qui risque de bien vouloir surseoir en fait à la signature finale en fait de l'accord de juillet avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que ce qui manque, c'est un bon degré de clarté sur le traitement final des tarifs. Pourquoi? Parce que la mesure qui utilise l'article 122 qui a été annoncée ce week-end par Donald Trump est une mesure provisoire. On sait qu'elle ne peut pas durer plus de 150 jours. Donc la question que vont poser beaucoup de partenaires des États-Unis, c'est quel est le traitement tarifaire post-expiration de l'article 122. Est-ce que les États-Unis vont s'engager à ce que le total des tarifs auxquels on va arriver avec l'utilisation d'autres législations sera effectivement égal à celui qui avait été négocié l'année dernière, ou est-ce qu'on part dans une dimension complètement différente? Et c'est ça, à mon avis, la clarification que demandent les partenaires des États-Unis, sachant qu'en plus, ce qui a changé, c'est la position relative des différents États. Avec 15%, les Européens étaient finalement dans une bonne moyenne en termes de compétitivité relative. Or là, les Chinois, par exemple, vont obtenir, du fait de l'article 122, un traitement beaucoup plus favorable à celui qui leur avait été réservé avec l'ancienne législation. Donc la position relative des Européens s'est dégradée, entre guillemets, par rapport à d'autres partenaires des États-Unis. Donc ça crée en fait, effectivement, une situation nouvelle qui crée en fait cette demande de clarification de la part de la plupart des partenaires. Sauf Gilles, si on garde les accords commerciaux qu'on avait négociés. Le secrétaire au commerce, il a l'air de dire c'est toujours valable. C'est effectivement l'intention des Américains, mais et il est possible que ce soit effectivement ce à quoi on arrive. Mais la question que posent les Européens est différente. La question que posent les Européens, c'est lorsqu'il y avait eu l'engagement du mois de juillet 2025, c'était sur la base d'un certain niveau de tarif offert par les Américains. Ce niveau de tarif est-il toujours le même? C'est ce que disent hier, effectivement, les négociateurs américains. Mais tant qu'on ne sait pas quelle législation, effectivement, va être utilisée, quel est le traitement final auquel on arrive après l'expiration des 15%, la question se pose. Ça peut se résoudre assez vite. J'imagine que ce qui est demandé, c'est exactement, expliquez-nous par quelle voie on va passer, quel va être effectivement le traitement final. Et encore une fois, pour les Européens, la question est probablement assez secondaire au sens où les 15% du 122 les 15% du 122 sont très proches de ce qui a été négocié en juillet de l'année dernière. J'ai vu des calculs ce matin qui nous disent que l'écart serait de moins de 1 point de pourcentage. Donc, effectivement, on sent de la part des Américains, probablement dans le cas européen, une volonté de ne pas changer énormément les choses, mais pour d'autres partenaires, les comme la choses changent Grande-Bretagne, Gilles, par exemple. Du Brésil ou de la Chine. Comme la Grande-Bretagne, avec ses 10% négociés qui, elle, avait un accord inférieur. Là, ça pose question. La réponse importante, je pense, c'est de savoir si le message qui va être adressé à Londres, c'est ne vous inquiétez pas, les 15%, c'est une position provisoire jusqu'à ce qu'on arrive à faire repasser l'accord des 10% par d'autres voies législatives. Mais on peut comprendre une certaine, que les partenaires des Américains souhaitent avoir des clarifications un peu plus circonspectes. Mais Gilles, du côté des Chinois, on pourrait se dire que, puisque désormais c'est 15%, donc eux, il y a un intérêt pour les produits, afflux de produits chinois, à partir de demain, retour à exactement ce contre quoi Donald Trump voulait lutter?
Alors, les droits de douane vont quand même rester élevés. Il y a eu un calcul hier qui a été fait par le Year Date Lab, Budget Lab, pardon, qui regarde ces choses-là de manière très précise, qui considérait qu'on allait maintenir en moyenne un tarif effectif moyen sur les produits chinois de l'ordre de 15%. Donc ça reste quand même, élevé, même si c'est en baisse par rapport à là où on était. Mais effectivement, on peut voir arriver à des approches très opportunistes en fait d'un certain nombre d'importateurs qui vont chercher à accélérer en fait leurs importations provenant de Chine ou du Brésil. Le Brésil, c'est un autre État qui va être bénéficiaire de la décision de la Cour suprême. Donc on accélère dans les mois qui viennent en attendant en fait que les nouvelles législations soient utilisées sous l'hypothèse que ces nouvelles législations aboutiraient à des droits de douane supérieurs à 15%. Donc on va avoir beaucoup de calculs très opportunistes de la part d'opérateurs sur le marché américain. Encore une fois, c'est l'absence de clarté qui pose problème. N'oublions pas aussi un élément qui est très important, c'est que dans la posture américaine actuelle, il manque un instrument important. L'instrument très important, c'est celui de la flexibilité absolue de l'instrument que la Cour suprême vient d'interdire. Parce que, par exemple, les Européens ont négocié sur la base de la possibilité pour les Américains à tout moment de surélever encore plus les droits de douane à 20, 25, 50%. Or, là, avec 15%, les Américains sont au maximum législatif, en tout cas pour quelques mois. Et donc ça change aussi la dynamique des négociations. Pour l'instant, les Américains n'ont plus vraiment la capacité d'aller aussi vite qu'ils l'ont fait pendant toute la phase de négociation de 2025. Et Gilles, un mot sur le PIB, il nous reste 1 minute. Chiffre décevant vendredi, 1,8. Donald Trump dit c'est normal, c'est à cause du shutdown uniquement. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, ou il y a une baisse de la croissance américaine? Alors dans le 1,4, on a effectivement un effet du shutdown assez important. Il a été estimé par le BEA à peu près 1 point de PIB. Donc on serait aux alentours en fait de 2,5 en réalité au 4e trimestre, ce qui est au-dessus du potentiel américain, même si ce serait en retrait par rapport à ce que l'on avait eu au milieu de l'année. Moi surtout, ce qui me frappe dans le PIB T4, c'est le maintien de ce fossé mais grandissant entre l'économie traditionnelle, dont la performance est assez médiocre, on est aux alentours de 1,4% en glissement annuel, et le reste de l'économie qui lui et la tech qui va extrêmement bien. Et ça, ce fossé-là, il explique en grande partie, à mon avis, pourquoi on a cette confiance des ménages aux États-Unis qui est quand même en berne, parce que pour la plupart des gens, ceux qui ne sont pas dans l'économie high-tech, en fait, ça fait maintenant 1 an que l'économie américaine ne croît pas très vite. Merci beaucoup Gilles Mouek, c'est bien 1,4 le PIB au 4e trimestre et pas 1,8 comme je le disais, c'est encore inférieur évidemment et très en dessous des attentes. Merci beaucoup Gilles Mouek d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de l'économie.